Bon, voilà. Alors je remercie bien sûr la mairie de Metz d'abord, parce qu'elle nous a prêté une salle qui est magnifique, hein, qui était très bien, le grand salon, et qui est très agréable. Et vous verrez qu'on entend très bien en plus de ça de partout. Hein, voilà. Donc ça c'est bien. Alors je me présente, je m'appelle Gérard Jeanvrin, je suis ingénieur, passionné de sciences depuis toujours, et d'histoire des sciences essentiellement. Et je suis adhérent de la FIS, qui est l'Association française pour l'information scientifique. C'est une association nationale. Donc j'ai remercié la mairie de Metz, j'ai plus qu'à remercier le conférencier. Donc monsieur Pironon, monsieur Jacques Pironon est géologue à l'Université de Lorraine. Et donc je lui passe la parole. Il vous expliquera ce que la science, j'espère, ce que la science et la technologie disent sur le sujet de l'hydrogène blanc, qu'il ne faut surtout pas confondre avec l'hydrogène vert, rose ou tout ce que vous voulez, ou noir. Hein, c'est tout à fait différent. Voilà. Jacques, à toi. Bien, merci beaucoup Gérard. Merci à la FIS aussi de me donner l'opportunité donc de vous raconter un peu une histoire. Donc on va rester quand même sur le côté scientifique, mais vous verrez qu'il y a un côté humain derrière tout ça. La barre est assez haute et je vais essayer de répondre aux exigences de la FIS. Donc l'objectif, c'est de vous parler ici d'hydrogène blanc. Alors je vous le dis tout de suite, j'étais au ministère de l'Énergie hier et on m'a dit que c'était interdit d'utiliser le mot hydrogène blanc désormais. Donc je devrais utiliser le terme officiel qui est le terme d'hydrogène natif. Mais bon, comme toujours, les termes officiels, ça ne parle pas, ça ne dit pas grand-chose non plus. Donc on va rester sur ce concept coloré d'hydrogène blanc et je vais essayer donc dans un premier temps d'introduire un peu ces concepts colorés concernant l'hydrogène pour parler précisément donc de l'hydrogène natif ou naturel, de l'hydrogène blanc et de vous raconter l'histoire qui nous concerne sur la région Lorraine ici avec la récente découverte donc d'un gisement d'hydrogène sous nos pieds. Alors je vous parlais d'une aventure humaine. Donc je voulais introduire ici mon collègue Philippe de Donato qui n'est pas présent. Généralement on fait un duo, donc on se partage un peu les tâches également. On est tous deux directeurs de recherche au CNRS et on porte tous deux le programme de recherche qui est à l'origine donc de cette découverte. Philippe, lui, est spécialiste en physico-chimie. Il travaille beaucoup sur le développement donc, de systèmes de mesure pour suivre des transferts de fluides entre le milieu souterrain, entre la biosphère et puis la troposphère. Donc il est expert pour un certain nombre d'organismes. Il a été directeur adjoint du laboratoire de recherche Géoressources, qui est un laboratoire conjoint du CNRS et de l'Université de Lorraine, dont j'ai été directeur, que j'ai fondé donc, il y a plus de 10 ans maintenant. Pour ma part, je suis géologue. Je suis spécialiste des fluides géologiques en milieu sédimentaire. Donc j'essaie en fait de caractériser les fluides qui sont sous nos pieds, que ces fluides soient exprimés sous la forme de gisements, de gaz, de pétrole, etc., ou qu'ils soient dissous dans l'eau qui imbibe en fait le milieu souterrain. Je voulais aussi remercier tous les partenaires. Je ne vais pas les lister tous, vous voyez des noms ici. Sans eux, on n'aurait pas fait cette découverte. Et vous voyez qu'il y a des petits points, parce que je ne veux pas oublier les jeunes qui sont impliqués aussi dans ce projet, des jeunes doctorants, des post-doctorants, des ingénieurs, des techniciens. Et une des particularités de ce projet, c'est qu'on ne s'est pas uniquement focalisé sur ce qu'on appelle les sciences dures ou les géosciences, mais on a associé un certain nombre de collègues des sciences humaines et sociales, certains travaillant sur Metz, qui ont pu travailler également et participer à cette aventure. Alors, je voulais aussi introduire un terme qui est peut-être un terme nouveau pour vous. Vous aurez peut-être appris un mot nouveau qui est la sérendipité et qui nous concerne directement. Si on donne la définition de la sérendipité, c'est le fait de faire par hasard une découverte inattendue qui s'avère ensuite fructueuse, notamment dans le domaine des sciences. Et globalement, c'est un petit peu ce qu'on a fait parce que vous le verrez, on ne cherchait pas d'hydrogène, on cherchait autre chose et on a trouvé de l'hydrogène et c'est en effet intéressant pour la société. Donc c'est finalement lorsque le hasard fait bien les choses et comme vous le voyez ici, plutôt que de dire que c'est le fruit du hasard, c'est plus chic d'appeler ça de la sérendipité et donc vous pourrez utiliser ce terme ensuite dans les salons. Alors, tout d'abord,
Essayons de replacer en fait la problématique d'hydrogène blanc dans une stratégie hydrogène en France qui a été développée et que vous pouvez trouver sur les sites web du gouvernement, qui vous rappelle donc quels sont les usages actuels de l'hydrogène. Donc vous voyez qu'en 1, on a la production d'ammoniac, donc qui va servir pour les engrais dans le milieu agricole. En 2, c'est la production de méthanol, la production de carburant, et puis c'est traditionnellement utilisé pour le raffinage de produits pétroliers aussi. Alors le marché mondial aujourd'hui, en termes de production comme de consommation, c'est entre 70 et 80 millions de tonnes d'hydrogène par an. Et le marché français, dans tout ça, c'est 1 million de tonnes. Donc cette stratégie hydrogène en France, elle repose en fait sur le fait que l'hydrogène renferme 3 fois plus d'énergie que l'essence et que l'État français donc considère que l'hydrogène, c'est le carburant du futur. Bon, là, j'ai rajouté un petit peu d'explication. Ce n'est pas forcément comme ça que c'est présenté sur le site. On insiste beaucoup sur la pile à combustible, donc qui va produire de l'électricité. On oublie un petit peu que l'hydrogène peut être tout simplement brûlé dans un moteur thermique et qu'on peut, et qu'on l'a fait déjà, et qu'on le fait localement, substituer votre gaz, par exemple, votre méthane par de l'hydrogène. On peut mélanger le méthane et l'hydrogène. Il y avait d'ailleurs, il y a quelques années, un projet sur la Moselle, qui était un projet qui visait à développer l'ithane. L'ithane, c'est 80% de méthane, 20% d'hydrogène, et qui aurait pu remplacer le gaz domestique que vous utilisez au quotidien et qui aurait pu être utilisé aussi pour les transports. Il y avait des propositions d'installer donc sur une partie de l'autoroute au nord de Metz, donc un certain nombre de bornes pour ravitailler des véhicules qui allaient utiliser cet ithane. Donc, dans la stratégie hydrogène en France, on parle essentiellement d'hydrogène comme vecteur d'énergie. Donc, ça n'est pas une énergie primaire, c'est une énergie secondaire qui va être utilisée pour les transports lourds, pour les usages industriels et également pour le stockage d'énergie. Donc, l'hydrogène en chiffres, pour la France, c'est 7 milliards d'euros d'ici 2030 de soutien public pour le développement donc, de l'hydrogène décarboné. C'est 3 priorités. Donc, la première, c'est la décarbonation de l'industrie pour atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est le développement des mobilités lourdes à hydrogène. Et une troisième priorité qui, moi, me plaît bien, qui est le soutien d'une recherche d'excellence et le développement des offres de formation. Donc, il y a quelques objectifs qui sont chiffrés, que vous pourrez voir. 6 millions de tonnes de CO2 évitées chaque année dès 2030, ce qui correspond aux émissions de la ville de Paris. Alors après, on nous indique qu'on va créer 150 000 emplois, directs et indirects. C'est toujours compliqué de se projeter sur des temps longs en termes de création d'emplois. Simplement, en tant que chercheur, quand je vais par exemple demander du soutien financier à la région, je prends un exemple, la région me demande systématiquement combien je vais créer d'emplois à la clé. Vous comprenez bien que pour le pauvre chercheur de l'université, il est un peu difficile de répondre à la question. Donc on s'engage quand même, mais on n'est évidemment pas tout à fait convaincu des chiffres qu'on va donner. L'objectif, c'est essentiellement donc, de centrer la production d'hydrogène autour d'électrolyseurs et donc d'installer 6,5 gigawatts. Et ça, c'est l'objectif pour 2030. On verra à la fin de mon exposé que les choses évoluent. Mais ça, c'est quand même ce que vous pouvez lire sur le site officiel donc, du gouvernement encore aujourd'hui. Mais on verra qu'en effet, la réflexion autour de l'hydrogène a changé et on pense que le travail qu'on a pu faire sur la région Lorraine a fait changer les choses et les mentalités. Alors, on a parlé en introduction donc, du fameux arc-en-ciel et de la couleur de l'hydrogène. Donc, on peut rappeler en effet qu'on a décidé de colorer l'hydrogène en fonction de ses usages. Si on commence par le bas dans ce tableau, vous voyez des couleurs qui sont généralement pas considérées comme très sympathiques. Donc, c'est l'hydrogène noir qui provient du charbon, c'est l'hydrogène marron qui provient des hydrocarbures, l'hydrogène gris qui provient du gaz, et qui vont être donc traités
pour produire de l'hydrogène, mais quand on va produire de l'hydrogène, comme on part donc d'hydrocarbures qui contiennent du carbone, qui contiennent de l'hydrogène et qu'on fait une réaction avec l'oxygène, eh bien très naturellement on va produire du CO2. Et donc ce CO2, c'est un problème puisque l'empreinte carbone est donc très élevée pour la production de cet hydrogène qui correspond à 95% à peu près de l'hydrogène qui est produit dans le monde entier aujourd'hui. Donc ce qu'on voudrait, c'est en effet développer des technologies qui soient à même de nous produire de l'hydrogène avec une empreinte carbone meilleure. Alors une des idées, c'est de faire en sorte que l'hydrogène gris soit moins gris. Et donc une des possibilités pour ça, c'est de le transformer en hydrogène bleu, comme vous le voyez ici. Pourquoi? Parce qu'au lieu de laisser le CO2 partir dans l'atmosphère, l'idée c'est de capter ce CO2 et c'est soit de l'utiliser pour en faire quelque chose, le valoriser, soit de le stocker donc dans le milieu souterrain, définitivement. Donc on évite les émissions de CO2 et donc du coup on a une empreinte carbone qui est beaucoup plus acceptable. Et puis on a d'autres technologies qui peuvent viser à brûler finalement ce gaz, le méthane, mais à très haute température, c'est-à-dire en faire une pyrolyse. Et dans ce cas-là, on ne produit pas de CO2 directement, mais on va produire un résidu carboné. De la même façon, ce résidu carboné, il est solide, donc on peut le valoriser ou on peut en effet le stocker. Mais on évite là aussi donc, de l'émission de carbone. Et donc on est passé dans des couleurs plus sympathiques qui sont dans les bleus. Mais il existe aussi d'autres possibilités de produire de l'hydrogène et un des grands objectifs pour beaucoup de pays et pour l'Europe, c'est d'essayer d'utiliser la molécule d'eau et de casser cette molécule d'eau au travers d'une électrolyse pour produire donc de l'hydrogène. Et donc on peut utiliser l'électricité du réseau, donc dans ce cas-là on va parler d'hydrogène jaune. On peut utiliser l'électricité produite par le nucléaire, et la France est bien placée pour ça, et on parlera d'hydrogène rose. Mais on peut aussi utiliser donc, de l'électricité produite par du renouvelable, et donc on sera dans le cadre de l'hydrogène vert. Donc ça, c'est quand on va briser la molécule d'eau. Donc la molécule d'eau, c'est la ressource qu'on va utiliser pour produire d'hydrogène avec une empreinte carbone qui sera très, très faible. Et puis vous voyez qu'il y a encore une autre possibilité vertueuse, puisqu'elle est colorée en vert ici, c'est de travailler sur de la biomasse ou du biogaz, en fait, et d'en faire de la même façon qu'on l'a fait pour le méthane, donc soit du vaporéformage, soit de la thermolyse. Et donc dans ce cas-là, vous allez produire de l'hydrogène, mais comme vous utilisez une biomasse, donc un carbone renouvelable, vous avez une empreinte carbone qui est faible, ce qui explique pourquoi on a cette couleur verte, encore une fois, pour l'hydrogène. Alors vous voyez que dans toutes ces couleurs que vous allez trouver sur un certain nombre de sites, eh bien il n'y a pas de blanc, mais bon, certains diront que le blanc n'est pas une couleur, donc ça explique peut-être pourquoi on ne parle pas d'hydrogène blanc, mais je pense que la raison est que tout simplement, il y a encore quelques années, on n'imaginait pas qu'on pourrait un jour trouver de l'hydrogène naturel sur Terre et qu'on pourrait l'exploiter, ce qui explique pourquoi la plupart des scénarios sur la transition hydrogène n'intègrent pas donc l'hydrogène naturel ou l'hydrogène blanc. Alors, l'hydrogène blanc, donc cette fois-ci, on parle d'une énergie primaire, c'est-à-dire qu'on va produire de l'hydrogène qu'on va pouvoir directement utiliser. On ne transforme pas une énergie primaire en une énergie secondaire. Et donc la question qu'on peut se poser très logiquement, c'est évidemment d'où vient l'hydrogène naturel. C'est une question qui, en effet, interpelle les géologues et les scientifiques. Et je vous ai listé ici 7 origines possibles. Vous pourrez en trouver parfois d'autres ou présenter de façon un petit peu différente. Mais globalement, vous avez les 7 possibilités les plus reconnues de production d'hydrogène dans le milieu naturel sur Terre. Donc vous avez déjà la possibilité d'avoir un dégazage en fait de notre planète parce qu'on a de l'hydrogène partout dans le cosmos, l'hydrogène qui est un élément dominant du cosmos. Et donc on peut avoir de l'hydrogène qui provient soit en surface et qu'on va pouvoir collecter et qui va provenir soit de la croûte, soit du manteau de la Terre. On a une autre hypothèse qui est que l'hydrogène peut être produit par une réaction chimique dans le milieu naturel avec une réaction entre l'eau
et des minéraux qui sont porteurs de fer. Donc cette réaction, bon, elle n'est pas très loin d'une réaction que vous connaissez bien, hein, qui est tout simplement la rouille, c'est-à-dire lorsque vous avez quelque chose qui contient du fer chez vous et que vous le laissez au contact de l'oxygène, encore plus s'il y a un peu d'eau, eh bien vous allez voir que ce métal va rouiller. Donc cette couleur rouille, c'est tout simplement la transformation du fer qui va s'oxyder, qui va passer d'une valence soit 0, soit plus 2 à une valence plus 3. Et cette réaction, qui est donc classique dans les milieux superficiels, se produit également dans le milieu souterrain. Et on peut notamment avoir des minéraux qui contiennent du fer et de la silice, donc c'est ce qu'on appelle des silicates de fer, qui vont se transformer au contact de l'eau, c'est ce qu'on appelle la serpentinisation. Donc le fer va s'oxyder, et au cours de cette oxydation, on va briser la molécule d'eau présente dans le milieu et on va produire de l'hydrogène. Alors cette réaction, elle est possible en présence de silicate de fer, mais si vous n'avez pas de silicate de fer, peut-être que vous aurez d'autres minéraux porteurs de fer, comme des carbonates. Alors les carbonates de fer qu'on connaît, le carbonate de fer le plus connu s'appelle de la sidérite. On en a sous nos pieds ici, il y en a un petit peu dans le minerai de fer qui a été produit en Lorraine. Ce n'est pas le carbonate de fer qui domine, mais il est présent sous nos pieds. Et puis on peut aussi avoir des sulfures de fer. Bon, les sulfures de fer, vous les connaissez sans doute, c'est la fameuse pyrite, vous le savez sans doute, qui est cette espèce de très joli minéral cubique de couleur or un peu, qui a fait tourner la tête de beaucoup d'explorateurs, puisque beaucoup ont pris la pyrite souvent pour de l'or, hein, tout simplement, et beaucoup sont devenus fous, d'où l'appellation aussi d'or des fous. Et donc ces sulfures de fer, qui contiennent un fer qui est réduit, peuvent également réagir avec l'eau. Le fer peut s'oxyder, et en s'oxydant, peut briser la molécule d'eau pour produire de l'hydrogène. Donc ça, ce sont des réactions majeures dans le sous-sol, qui sont à l'origine de la production d'hydrogène. Après, on a d'autres réactions qui sont a priori minoritaires dans le bilan global de production d'hydrogène sur Terre, qui sont le fait que dans les minéraux, vous avez parfois de l'eau, hein, vous avez des minéraux qui sont hydratés, et ces minéraux hydratés, sous l'effet des pressions, de la température dans la croûte terrestre, peuvent perdre leur eau et peuvent perdre l'eau sous la forme d'hydrogène. Un autre élément important, quand vous trouvez un gisement d'uranium sur Terre, vous êtes à peu près sûr de trouver en même temps un gisement d'hydrogène, ou pas loin, en tout cas, parce que le fait d'avoir de l'uranium dans le milieu naturel induit donc ce qu'on appelle une radiolyse de l'eau, c'est-à-dire qu'on va encore une fois briser la molécule d'eau et on va produire de l'hydrogène et de l'oxygène. Mon laboratoire est un laboratoire précurseur puisqu'on travaille depuis la fin des années 70 sur les gisements d'uranium. Et en regardant tout simplement des lames minces de roche, donc sous le microscope, et en faisant des analyses à l'échelle vraiment du micron, on a découvert dans ces périodes-là les premières traces donc à la fois d'hydrogène et d'oxygène piégés dans les minéraux, qui étaient des minéraux au contact donc de l'uranium. Donc oui, l'hydrogène peut être produit par d'autres mécanismes que ceux listés précédemment. Une autre question importante pour laquelle on n'a pas complètement tranché aujourd'hui, c'est la transformation de la matière organique. On a parlé du charbon, des hydrocarbures. Par définition, un hydrocarbure, c'est de l'hydrogène, c'est du carbone. Donc s'il y a de l'hydrogène dans l'hydrocarbure, peut-être qu'en cassant cet hydrocarbure, on doit pouvoir produire de l'hydrogène. Alors mon laboratoire est aussi un peu un champion du monde pour essayer de reproduire donc au labo les conditions géologiques qui peuvent nous permettre de simuler l'évolution de la matière organique et du charbon avec l'enfouissement, c'est-à-dire avec l'augmentation de la pression et de la température. Et quand on fait ça au laboratoire, en fait, si on prend un charbon peu évolué du type de lignite et puis si on va jusqu'à l'anthracite, nos expériences ont montré qu'on ne produisait pas d'hydrogène. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si on chauffe beaucoup plus et si on passe de l'anthracite vers le graphite. Donc le graphite, vous savez, c'est du carbone pur.
Si on va encore plus loin, c'est le diamant. Et donc, si on s'arrête au graphite, la transition entre de l'anthracite et du graphite, normalement, on doit libérer beaucoup d'hydrogène. Mais pour l'instant, il n'y a pas de données. Et donc, on ne sait pas si c'est un élément important qui peut être à l'origine de la production d'hydrogène. Alors, ça nous intéresse bien, parce que c'est une question qu'on va se poser, évidemment, en ce qui concerne notamment la Lorraine et le gisement d'hydrogène en Lorraine. Est-ce que le charbon peut être à l'origine de cet hydrogène ? On verra que ce n'est pas forcément l'hypothèse qu'on a retenue, mais c'est une interrogation importante. Ensuite, il se peut qu'on produise de l'hydrogène dans les milieux superficiels. Et dans ce cas-là, il va faire appel à des petites bêtes, et notamment aux bactéries qui ont la possibilité soit de se nourrir d'hydrogène pour certaines, soit de produire de l'hydrogène. Donc on peut trouver de l'hydrogène en surface, dans les sols. C'est assez fréquent. Et généralement, c'est lié à une réaction liée à la présence de bactéries dans le milieu. Et puis enfin, alors là, on sort un peu du milieu naturel, mais si vous mettez par exemple de l'acier dans le sous-sol, bon, on en met beaucoup quand on fait par exemple des galeries de mines, quand on va faire du creusement souterrain. On va utiliser aussi l'acier pour un tubage d'un forage, par exemple. Eh bien, l'acier, c'est rien d'autre que du fer, zéro. Et donc, il va pouvoir réagir aussi avec l'eau qui est dans le milieu naturel. Et il va pouvoir aussi produire de l'hydrogène. Et donc, c'est assez courant de trouver de l'hydrogène dans des galeries de mines ou de trouver de l'hydrogène dans des forages. Bon, généralement, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même des traces qui sont non négligeables. Donc, il faut se méfier de cette possibilité en termes d'origine. Alors, où on trouve de l'hydrogène? Vous pouvez trouver dans la presse ce genre de cartes aujourd'hui. Ce qui va vous choquer sans doute, c'est qu'il y a quand même un pays dans lequel on a beaucoup de mesures. Et ce pays, c'est la Russie. Donc vous voyez ici l'ensemble des points. Et en fait, alors la question c'est, est-ce que c'est parce qu'on a des chercheurs russes qui ont fait des atlas et qui ont recensé toutes les zones où avait été découvert l'hydrogène que finalement on a beaucoup de points sur la carte? Moi je pense que, connaissant nos collègues russes, en règle générale, quand ils vont faire de la recherche localement, ils vont tout analyser. Et donc, ils ont analysé de l'hydrogène absolument partout. Et donc, du coup, ils ont une base de données qui est plus importante que le reste du monde. Notamment les Américains, de façon assez surprenante, qui ne se sont pas forcément intéressés. Et plus loin que les Américains, puisque c'est les champions quand même des hydrocarbures, du pétrole et du gaz, eh bien, tout simplement, l'industrie pétrolière et gazière n'a pas toujours été très intéressée par la présence d'hydrogène. Et donc, on a finalement très peu de traces, alors que cette industrie a pu faire des analyses sur l'ensemble du globe. On a très peu de traces de présence d'hydrogène liée à l'exploitation pétrolière et gazière. Alors, un autre pays qui développe beaucoup la production ou la recherche d'hydrogène aujourd'hui, c'est l'Australie. Bon, les États-Unis se sont réveillés l'an dernier. Donc Biden a décidé de mettre un certain nombre de milliards de dollars. Il y a 7 États qui sont considérés comme des États types sur lesquels les États-Unis mettent de l'argent et font des campagnes de forage. Ils sont venus nous trouver, ils nous ont demandé de participer et on sera impliqués dans ces campagnes sur différents États américains. Et puis on est obligé de parler d'un cas particulier qui est celui du Mali, ici. Donc le Mali, tout le monde en parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un beau jour, un technicien qui était à la recherche d'un puits, d'une zone à forêt pour produire de l'eau, s'est assis, a allumé sa cigarette et a pris feu, à peu près en tout cas, tout simplement parce qu'il était assis sur une poche de gaz et que cette poche de gaz contenait 98% d'hydrogène. Alors depuis, évidemment, il y a eu quelques recherches et on s'est mis à produire cet hydrogène qui permet donc d'assurer la production d'électricité pour le village. Donc ça reste quand même une utilisation très localisée. Le réservoir de gaz est de très petite taille, il est à basse pression, il est sur une pression proche de la pression atmosphérique, mais c'est quand même quelque chose d'assez surprenant puisque c'est un des réservoirs et un des systèmes les plus riches en fait en hydrogène, puisqu'on atteint ces 98%. Donc il y a actuellement
plusieurs équipes qui travaillent sur le Mali et qui ont développé donc de nouveaux sites expérimentaux en périphérie du village pour essayer de trouver d'autres possibilités de produire de l'hydrogène dans cette zone, même si on n'a pas une explication très très claire sur l'origine de l'hydrogène sur ce gisement. Alors maintenant, arrivons à la problématique en Lorraine. Donc pourquoi on a fait cette découverte de l'hydrogène alors qu'on cherchait autre chose? C'est que tout simplement notre chasse, qui était une chasse tournée vers le méthane, qui est très abondant dans le sous-sol lorrain, a tourné à l'hydrogène, puisqu'on a découvert que le méthane était finalement associé à l'hydrogène. Donc tout ça, c'est dans un programme de recherche qui s'appelle Régalore, Ressources gazières de Lorraine, qui est un projet soutenu par la région Grand Est, par l'État, par l'Europe également, et qui est mené donc en collaboration entre l'université et le CNRS, notre partenaire industriel qui est la Française de l'énergie et un autre partenaire qui est une société franco-suisse qui s'appelle Solexpert. Donc c'est un projet universitaire au départ, donc c'est absolument pas un projet qui est dédié à la production de gaz. L'objectif, c'était d'essayer de comprendre pourquoi on avait du gaz sous nos pieds en région Lorraine et de voir si le projet industriel avait du sens et s'il pouvait respecter notre environnement. Alors, pour vous rappeler, l'objectif de l'industrie, c'est pour le gaz qui est présent dans les couches de charbon ici, c'est dans un premier temps de pomper l'eau parce qu'on a de l'eau partout dans le sous-sol. Et puis une fois qu'on a pompé l'eau, c'est de pomper le gaz. Le gaz en Lorraine, dans les couches de charbon, est de bonne qualité et peut être directement mis dans le réseau. L'eau nécessite un traitement, mais vraiment très léger, parce que l'eau qui est extraite du Carbonifère lorrain est une eau de qualité. Évidemment, tout ça nous conduit à nous interroger sur ce que nous avons sous nos pieds. Sous nos pieds, on a du Carbonifère. Donc ce Carbonifère, c'est quoi? Ce sont des formations rocheuses qui remontent à environ 300 millions d'années, à une période où la Lorraine se situait à peu près sous l'équateur. Ça nous change un peu. Et qui est une période assez caractéristique avec le développement donc d'une flore abondante. La vie gagne les continents et les espèces deviennent gigantesques. Et on va avoir donc un certain nombre de marécages qui vont se développer, de forêts, qui vont accumuler donc de la matière organique pour donner ce fameux charbon qu'on va exploiter en Allemagne, tout d'abord, donc parce que le charbon affleure côté allemand, et puis dans des galeries de mines côté français, parce que le charbon n'affleure pas côté français. Alors pourquoi il n'affleure pas? Pour ça, il faut regarder ce que les géologues aiment bien regarder, c'est des coupes géologiques. Par exemple, ici de l'est du bassin de Paris. Paris est là, ici, donc vous avez l'Alsace qui est ici. Nous, on se trouve quelque part là, par là. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que dans la région Lorraine, on a quand même quelque chose d'assez particulier. On a toute cette masse ici brune et grise, très importante, qui est sous cette espèce de pile d'assiettes ici, qui correspondent en fait aux sédiments donc, du bassin mésozoïque, du bassin parisien. Donc il y a un bassin plus récent qui s'est mis en place sur globalement 200 millions d'années, alors qu'on a en dessous un bassin plus ancien qui lui a environ 300 millions d'années et qui montre une accumulation de sédiments considérable, puisqu'on est là en présence d'un des bassins les plus importants au monde, puisqu'on a, et on est obligé de l'imaginer, puisqu'on n'a pas de certitude aujourd'hui, mais on a sans doute plus de 6 ou 7 kilomètres de sédiments sous nos pieds, qui sont des accumulations et des alternances de couches de charbon et puis de grès, pour faire simple, mais de formation parfois un peu argileuse, et qui sont assez homogènes sur l'ensemble de ces 6 ou 7 kilomètres de profondeur. Alors 6 ou 7 kilomètres de sédiments, ça veut dire que quelque part, tout ça c'est un produit d'altération de montagne qui était sûrement plus élevé que l'Himalaya aujourd'hui, qui se situait quelque part sur les Ardennes, et qui ont été érodés donc, dans des plaines alluviales, se sont déposés donc, ces sédiments. Dans ces plaines alluviales,
également les forêts se sont développées et on a eu une accumulation à la fois donc, de ces sédiments, des grains de quartz, des micas par exemple, qui ont sédimenté, associés à des traces organiques. Donc le charbon, ça ressemble à ça quand vous avez une carotte dans un forage. Donc ici, ça fait environ 7 ou 8 cm. Vous voyez que vous avez des alternances de zones très sombres qui contiennent en fait de la matière organique, donc du charbon, et puis des zones plus claires avec des petits grains que vous observez ici, qui sont donc ces mélanges de quartz, de feldspath, de mica avec un petit peu de carbonate. C'est assez monotone sur toute la pile, sur ces 6 ou 7 km, et c'est assez remarquable. Alors voilà globalement à quoi semblait le paysage ici, il y a 300 millions d'années. Donc on était au pied d'une chaîne de montagnes et on avait des paysages qui étaient marqués par des fleuves, par des lacs, et en périphérie de ces fleuves et ces lacs, on avait une forêt luxuriante qui était régulièrement inondée, donc les arbres, les plantes, les fougères, etc., les prêles mouraient, se venaient s'accueillir, et puis comme c'était très humide, on pouvait préserver en fait cette matière organique de l'oxygène de l'air, et donc c'est comme ça qu'on a accumulé donc des volumes considérables de matière organique qui a donné le fameux charbon qu'on connaît aujourd'hui. Alors dans ce charbon, eh bien, on sait que quand il évolue avec la pression et la température, il va naturellement se transformer et il va générer donc le charbon qui est le solide, mais il va générer aussi des fluides. Alors on n'est pas très clair sur le fait de savoir si le charbon lorrain a pu générer du pétrole. Donc il y a encore une interrogation. On trouve, il y a quelques indices pétroliers sur la région ici, mais c'est encore en discussion et ça reste très limité. Mais l'essentiel des fluides produits durant l'enfouissement donc de ces débris végétaux, c'est du gaz. Alors on a dû parler dans la région, on a utilisé différents vocables. Donc ici, je vous résume quand même globalement les différentes appellations. Donc on parle de gaz conventionnel quand on a un piège comme ici, structural, dans les structures géologiques. On a une roche-mère qui a produit du gaz, le gaz est venu s'accumuler, il est piégé, on a fait un forage et on a exploité le gaz. Ça, c'est les exploitations classiques de gaz. Il y a peu, on a commencé à parler du gaz de schiste ou des gaz de roche-mère. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher ces zones qu'on a déjà beaucoup exploitées, aujourd'hui on s'est demandé si on ne pouvait pas aller exploiter directement ce qu'on appelle la roche-mère, c'est-à-dire là, dans la cuisine, où on produit en fait le gaz. Et donc on y est allé. Le problème, c'est que ces espèces de cuisine, ces roche-mères de gaz, sont généralement très imperméables. Et donc, si vous pompez, eh bien, vous aurez énormément de mal à extraire le gaz ou le fluide parce qu'il y a très peu de porosité, il y a très peu de perméabilité dans cette roche. Et donc, c'est pour ça qu'on a inventé la technique de la fracturation hydraulique. Donc, vous voyez ces espèces de petites fractures ici qui ont eu pour objet d'accroître la perméabilité du milieu pour pouvoir produire ce fameux gaz de schiste. Et ensuite, eh bien, il faut parler du gaz de charbon. Alors, le gaz de charbon, c'est quoi? C'est un gaz qu'on va extraire directement des couches de charbon, généralement quand elles ne sont pas trop éloignées de la surface. On fait une exploitation généralement aux alentours de 1000 mètres de profondeur. Donc, ça peut s'appeler CBM en anglais, c'est Coal Bed Methane, en fait. C'est une terminologie que vous pourrez trouver, mais on parle aussi de gaz de houille, on parle aussi de gaz de couche. Tout ça, c'est la même chose. Et finalement, ça n'est rien d'autre que ce même gaz qu'on va exploiter parfois dans le domaine minier quand on a fini d'exploiter donc en galerie. Quand ces galeries de mines restent en milieu aérien, on a de l'accumulation de ce gaz qui provient de l'environnement. Et si les galeries sont abandonnées et non ventilées, on va avoir du gaz qui va s'accumuler dans ces galeries et on va pouvoir l'exploiter. C'est ce qu'on fait dans la région Hauts-de-France, qui est la région qui produit le plus de gaz en France aujourd'hui. Et évidemment, tout ça, c'est aussi le grisou que vous connaissez bien, qui était l'ennemi évidemment des mineurs et qui a la même composition que ce gaz de charbon ou ce gaz de mine.
Alors l'objectif du projet Régalore pour nous au début, c'était de faire une auscultation donc, des formations géologiques avec des outils, je dirais, un petit peu plus modernes et des concepts un petit peu différents de ceux qu'on avait pu développer au moment de la découverte des couches de charbon. Il faut quand même savoir qu'en Lorraine, on avait un peu arrêté la recherche dans les années 70, on va dire 70 je pense. Depuis, il y avait une surveillance évidemment du domaine minier, mais plus vraiment d'activité de recherche sur les formations. Donc on a laissé tout ça en sommeil et on a redécouvert donc, ces dernières années à la fois les échantillons, les travaux qui avaient été faits précédemment. Et évidemment, avec les outils contemporains, on découvre des choses différentes et on raconte une histoire un peu différente de celle qu'on racontait dans les années 70. L'objectif de notre projet, c'était de quantifier la ressource en méthane et donc de valider un chiffre qui avait été produit par l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, qui s'élevait à 370 milliards de mètres cubes de méthane. Et donc, on se devait de développer de nouveaux outils pour essayer de vérifier ces chiffres. Il faut savoir que traditionnellement, quand on veut faire une analyse et quantifier les gaz qui sont contenus dans les formations géologiques, on fait un forage, on fait ce qu'on appelle un carottage, c'est-à-dire qu'on va récupérer un échantillon de roche, on va le sceller pour éviter qu'il échange trop avec l'atmosphère, on le ramène au laboratoire, on va désorber les gaz, on va extraire les gaz ensuite, on va les quantifier et ensuite, par calcul, on va ramener ça au mètre cube de roche et à l'échelle du bassin. Et c'est comme ça qu'on va faire des évaluations sur la ressource. Donc on parle bien de ressources et pas de réserve. La réserve, c'est ce qu'on peut produire avec la technologie adéquate. Là, on compte simplement le volume de gaz qui est présent dans les formations. Donc, nous, notre objectif, c'était de développer un nouvel outil qui soit différent, qui nous permette de faire une évaluation différente et que cet outil nous permette de faire des mesures in situ. Donc on va descendre un outil dans un forage et on fait la mesure dans le forage, on ne ramène pas l'échantillon en surface. Et bien sûr, on avait à proposer quelques solutions de surveillance, de suivi de sites. Et nos collègues des sciences humaines et sociales avaient aussi à s'interroger sur l'intégration d'un projet industriel de ce type dans un territoire qui a été marqué par une histoire industrielle forte, qui est le territoire lorrain. Donc on a disposé d'un lieu d'innovation et d'expérimentation que vous voyez là, qui a été mis à disposition par la Française de l'énergie, qui s'est engagée donc auprès de la région à faire en sorte que les 2 forages mis à disposition ne soient jamais utilisés pour de la production, mais exclusivement pour de la recherche. Donc on a bénéficié de 2 forages qui avaient été réalisés par la Française de l'énergie. Un forage de reconnaissance, qui est un forage vertical et qui fait 1350 mètres. Et puis un forage dévié, qui lui descend environ à 900 mètres et qui ensuite est dévié pour suivre donc une couche de charbon sur 1400 mètres. Et puis on a créé des forages plus petits, donc aux alentours de 20 et 30 mètres de profondeur, pour faire de la surveillance environnementale, voir quels sont les gaz qui sont en subsurface sur ce site. Alors, après cette introduction très théorique, allons sur le terrain et regardons un peu ce qui s'est fait. Donc, dans un premier temps, pour nous, il a fallu sécuriser un peu le site. Vous voyez le forage vertical sur lequel on a travaillé, il est localisé ici. Et on va centrer en fait un container maritime qu'on a acheté et dans lequel on allait pouvoir mettre nos différents instruments de mesure pour pouvoir en effet les protéger. Donc on les a centrés. Ensuite, on a installé à l'intérieur donc nos systèmes de treuil pour pouvoir descendre l'outil, remonter les gaz. On a installé nos différents modules de circulation de gaz, les différents capteurs de pression, de température, des capteurs pour faire de la mesure in situ, c'est-à-dire avoir tout de suite une idée des gaz présents dans le milieu, donc qui sont à la fois des capteurs infrarouges et Raman. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ce qui vous permet de faire une analyse instantanée en fait, de l'ensemble des gaz qui sont présents dans le milieu. Et puis on peut connecter, on peut commander tout cela à distance et les chercheurs, les ingénieurs peuvent récupérer les résultats directement dans leur bureau. Même si c'est très agréable d'aller à Folchwiller, ça nous a permis quand même de limiter aussi les déplacements. Alors,
vous avez ici une représentation en 3D en fait, du forage sur lequel on a travaillé. Vous voyez ici en orange et en rose les couvertures du bassin de Paris, et puis ici les veines de charbon et le carbonifère qui est sous-jacent. Donc on a descendu notre outil et on a fait des stops. On s'est arrêté à différentes profondeurs. D'abord à moins 100 mètres, ensuite à moins 650 mètres, et puis on s'est arrêté à moins 808, à 1093, à 1250. À chaque fois, pour nous, c'était un record du monde, puisqu'on n'était jamais descendu aussi profond pour faire de l'analyse. Mais on avait quelques contraintes quand même avec notre outil, puisqu'il fallait qu'on soit capable de faire évidemment un monitoring des gaz en continu, parce que l'idée, c'était depuis notre bureau de voir comment évoluer les gaz avec le temps. Pour pouvoir récupérer ces gaz et en tout cas les analyser, il nous fallait quand même les extraire de l'eau, puisque l'environnement, je vous l'ai dit, à partir de 40 mètres de profondeur, on est dans l'eau, dans ces formations. Et les gaz sont donc dissous. Donc pour pouvoir extraire ces gaz et pouvoir les analyser, on a dû développer un système de membranes semi-perméables, donc qui sont des membranes qui ont laissé passer les gaz, mais qui ont retenu l'eau. Donc en fait, dans le forage, on a pu faire remonter en surface exclusivement ces gaz, avec quelques difficultés quand même, puisqu'il a fallu concevoir une sonde que vous voyez ici, qui fait à peu près 2 mètres de long. Vous voyez, au travers des alvéoles, vous devinez en fait la membrane semi-perméable qui laisse passer les gaz et pas l'eau, qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet, qui a été miniaturisé parce qu'il a fallu, puisque le forage faisait 6 cm de diamètre, être plus petit que 6 cm de diamètre. Et il a fallu aussi avoir la possibilité de faire de l'échantillonnage des gaz et de l'eau avec ce système. Donc, globalement, si on résume, voilà notre système. On a ici les roches de couverture, et puis on a dans notre forage vertical qui est en noyer, donc on a de l'eau. Et on a ici quelques ouvertures au niveau de l'ensemble, en fait, des couches de charbon de la formation. Donc, si je peux... Donc, on va descendre, nous, notre outil, jusque sur la zone cible qui nous intéresse. On va faire la mesure, et puis une fois qu'on a fini les mesures, on peut remonter notre outil. Dans un forage qui est dévié, donc on descend jusqu'au niveau de la veine de charbon où se situe le forage. On fait donc la mesure à l'entrée du forage dans la veine, et ensuite on va remonter l'outil en surface. Alors, je vais vous inviter à aller sur le terrain. Ça va nous faire un peu une petite pause aussi. Donc, ça vous permettra de voir l'environnement à Folgevillers. Je fais encore de la promotion pour Folgevillers. Et je vous invite à me suivre donc, sur le site. Désolé, il ne faisait pas très beau. Bienvenue sur le site de Folgevillers. C'est l'endroit magique où se déroulent les expériences du projet Régalore, qui est un projet soutenu par la région Lorraine, par le FEDER, également par l'Université de Lorraine et par le CNRS au travers du laboratoire Géoressources. Donc je voudrais vous inviter à visiter ce site où nous avons réalisé pour la première fois. Et oui, c'est une première mondiale et ce n'est pas tous les jours que les chercheurs vous invitent à ce genre de manifestation. Une première mondiale qui nous permet d'analyser des gaz qui sont sous nos pieds à très grande profondeur, à moins 1000 mètres, donc à 1 km sous nos pieds. Pour la première fois, nous sommes capables d'analyser des gaz qui sont à l'équilibre avec les formations rocheuses. Donc venez avec moi, suivez-moi, on va aller tout de suite visiter ce forage. Voici le forage réalisé par la Française de l'Énergie
dans laquelle nous allons descendre, grâce à ces treuils, la sonde de mesure, qui fait à peu près 2 mètres de haut, et qui va pouvoir collecter les gaz qui sont à l'équilibre avec l'eau dans les formations carbonifères. Les formations carbonifères sont les formations qui contiennent le charbon de Lorraine bien connu. Ensuite, à l'aide de ce câble jaune ici, on va récupérer ces gaz, les ramener en surface jusqu'aux appareils de mesure. Nous disposons sur le terrain ici d'un spectromètre infrarouge qui nous permet d'analyser essentiellement le méthane et le CO2, mais également un autre spectromètre, le spectromètre Raman, qui lui nous permet d'analyser tous les gaz présents dans le forage. Donc tous les instruments ici sont adaptés en fait pour les conditions de mesure sur le terrain. Et vous avez ici la fameuse sonde donc Sysmog, qui est une sonde unique qui nous a permis, vous voyez bien les alvéoles ici avec les membranes semi-perméables qui permettent de récupérer le gaz. Donc ensuite c'est de la plomberie généralement. Donc il faut réussir à connecter l'ensemble des systèmes pour pouvoir tenir la sonde, évidemment, sur 1 km de profondeur, pouvoir faire remonter de l'information aussi, qui est une information électrique, qui va nous donner des informations notamment ici sur la température et la pression du milieu. Et puis là, on connecte en fait les lignes de gaz qui vont permettre sur une longueur de 2 km de câble de faire transiter donc le gaz et de ramener le gaz en surface jusqu'à nos instruments de mesure. Donc on travaille ici avec la société Solexpert. Solexpert, c'est une société très connue au niveau européen. C'est un spécialiste en fait du monitoring des environnements souterrains en Europe. Et c'est l'un des acteurs les plus importants sur le site de l'Andra à Bure notamment. Donc là, vous voyez les instruments de mesure. On ne se limite pas à ces instruments, cela nous aide parce que ça nous permet sur le site de voir tout de suite quelle est la composition du mélange de gaz. Mais ensuite, on va faire des prélèvements de gaz, on va soit les analyser chez nous en plus au laboratoire, soit les envoyer dans d'autres laboratoires pour préciser les analyses. Donc là, on a un record, on l'a battu depuis puisqu'on est à 1250 mètres. Les veines de charbon traversent une cellule et sont analysées par spectroscopie infrarouge. La spectroscopie infrarouge est une spectroscopie moléculaire, donc on va voir les molécules de gaz. Et on peut voir ici le méthane, le dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Le spectromètre utilisé est en fait un spectromètre de terrain. Et la grande nouveauté, c'est de pouvoir analyser in situ et en continu les gaz qui proviennent des veines de charbon. Donc on utilise aussi un autre capteur, parce que comme Odile vous l'a dit, avec ces capteurs infrarouges, on ne peut pas voir l'hydrogène, on ne peut pas voir non plus ni l'azote ni l'oxygène. Et donc c'est pour ça qu'on utilise notamment un capteur Raman qui lui a cette capacité. Donc voilà cette petite visite. Et évidemment, donc maintenant, voilà les résultats. Donc ce qu'on a obtenu, bon, ça a été un peu une surprise pour nous. Vous voyez le forage vertical avec ici la couverture donc, du bassin de Paris et puis ici les formations du Carbonifère. Et en ce qui concerne les concentrations d'hydrogène dans l'eau qui sont exprimées ici en milligrammes par litre, vous voyez que dans la partie superficielle, donc dans la couverture ici, bon, on n'a quasiment pas d'hydrogène. En fait, il y en a un petit peu quand même. On est en dessous, en tout cas, parfois de limites de détection, mais on a quand même réussi à détecter un petit peu d'hydrogène. Par contre, l'hydrogène, la concentration d'hydrogène augmente de façon très importante avec la profondeur dès qu'on arrive dans les formations carbonifères. Alors l'hydrogène n'est pas le seul gaz. Quand on analyse le mélange de gaz, cette fois-ci, qui est présent donc dans notre sonde,
Donc vous voyez ici la concentration en hydrogène qui va atteindre 20% du mélange gazeux jusqu'à 1250 mètres de profondeur et qui va être associée essentiellement à du méthane. Donc vous voyez ici les concentrations du méthane. Il y en a un tout petit peu, mais très peu en surface. Ça veut quand même dire que globalement, le méthane qui est sous nos pieds est un méthane qui passe vers l'atmosphère et qui alimente donc l'atmosphère. Ça, ce sont des données un peu nouvelles parce qu'elles n'ont jamais été quantifiées. Donc là, il y a tout un travail encore à faire d'exploitation de ces données. Et sinon, vous vous rendez compte que ça ne boucle pas à 100 parce que les 6 ou 7% qui manquent, eh bien, c'est de l'azote. Alors, ne me demandez pas encore aujourd'hui quelle est l'origine de l'azote. L'azote reste toujours un peu un mystère sur les gaz du sous-sol. Il y a plusieurs options et plusieurs possibilités. Ça sera pour une autre conférence que je vous ferai sur l'azote. Mais c'est un sujet presque aussi compliqué que l'hydrogène. Donc évidemment, à partir de ces données, on peut essayer de faire des estimations. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il n'y a pas de CO2 dans le milieu. Donc ça, c'est une surprise par rapport à d'autres gisements de charbon. 0,02%, ça fait 200 ppm de CO2. Donc c'est encore moins que le CO2 atmosphérique, qui est aux alentours de 400 ppm. Donc il n'y a pas du tout de CO2 dans le milieu profond. Et évidemment, on peut essayer d'évaluer donc la ressource en hydrogène. Donc en extrapolant sur l'ensemble du gisement lorrain, on arrive à des chiffres de l'ordre de 60 millions de tonnes. Et on vous met en écho ici ce que l'Europe souhaite produire en 2030, c'est-à-dire 20 millions de tonnes par an. Donc un gisement qui est conséquent. C'est la première fois, parce qu'on a justement notre sonde et qu'on peut mesurer en profondeur l'évolution de la concentration en hydrogène, c'est la première fois qu'on pouvait faire donc une évaluation d'une ressource en hydrogène dans le milieu souterrain. Et ça a changé la donne, puisque vous l'avez vu, on a eu un certain nombre d'échos dans la presse, et pas seulement dans la presse française, mais aussi dans la presse internationale, notamment la presse américaine avec CNN qui a fait un sujet, avec le New York Times qui est venu aussi pour visiter la région et faire un certain nombre de photos notamment. Et puis vous avez entendu parler donc, du gisement d'hydrogène en Lorraine à peu près partout sur toutes les chaînes de télévision et dans tous les journaux. Donc c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau et ça nous a permis de conclure que le forage était ennoyé à partir de 50 mètres de profondeur. Une information que je ne vous ai peut-être pas donnée, c'est que sur la pile donc, de sédiments carbonifères, les veines de charbon, les couches de charbon représentent 6% du volume global des formations. Le reste, ce sont des sédiments. Les gaz sont dissous dans l'eau. L'hydrogène est associé au méthane et à l'azote, on l'a vu. L'hydrogène est concentré dans les sédiments essentiellement. On le retrouve en traces dans les couches de charbon parce qu'on a eu la possibilité de regarder dans les couches de charbon. Vous l'avez vu, on peut suivre les couches de charbon. Et quand on est dans la couche de charbon, on a des concentrations en hydrogène qui sont inférieures au %, en règle générale, alors qu'on a 10 ou 20% dans les sédiments. La concentration d'hydrogène croît avec la profondeur. Donc on en conclut qu'il est fort probable que l'hydrogène soit produit à grande profondeur sous nos pieds, au-delà de 5 km. Pourquoi 5 km? Parce que c'est ce que l'on estime être la profondeur compatible avec une température élevée de l'ordre de 150 degrés, qui permet donc une réaction chimique entre l'eau et des minéraux. Et donc on pense que c'est cette réaction chimique entre l'eau et les minéraux, probablement donc ces fameux carbonates de fer qu'on connaît dans ces formations qui ont été décrits, qui serait à l'origine de l'hydrogène qu'on détecte dans ces formations. Le méthane, quant à lui, il est produit par le charbon. Ce n'est pas une surprise, on s'y attendait. Il est plus concentré dans les couches de charbon que dans les sédiments, mais il est très présent dans les sédiments. Et ça doit nous conduire à réviser les évaluations en matière de gaz sur les formations carbonifères, puisque jusqu'à maintenant, les évaluations ne concernaient que les couches de charbon, et on démontre ici en fait que le méthane est également présent dans les interbancs, donc dans les sédiments. Et puis, pour expliquer le fait qu'on n'ait pas de CO2 du tout dans le milieu, eh bien, on a
pu mesurer le pH, donc l'acidité de l'eau, et on s'est retrouvé avec un pH très élevé. 9,4 sur le pH, c'est beaucoup. C'est plus que le pH de l'eau que vous consommez régulièrement, qui va avoir un pH entre 5 et 7 en règle générale. Et ça a une particularité, parce que lorsque l'eau a un pH aussi élevé, eh bien, le CO2 n'est pas stable. Donc il va s'exprimer sous la forme de bicarbonate ou de carbonate, mais pas sous la forme de CO2. Donc si vous injectez du CO2 dans ces formations, le CO2 va se transformer en carbonate, et vous pourrez en fait injecter 1000 fois plus de CO2 que si vous étiez dans des formations aqueuses, conventionnelles, classiques, avec des pH plus bas. Alors, en conclusion, on a un certain nombre de pistes d'innovation qui ressortent finalement du contexte général dont je vous ai parlé. C'est que la ressource en méthane sur le site peut être évidemment utilisée. Alors, on a deux options. Soit on ne veut pas regarder le fossile du tout et on fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'exploite pas. Soit on se dit qu'on pourrait exploiter, et si on voulait réduire l'empreinte carbone, on pourrait transformer cette molécule de méthane pour la transformer en hydrogène bleu, vous vous souvenez, hein, c'est-à-dire que le CO2 qui va être émis lorsqu'on va traiter le méthane, on va le stocker dans les formations carbonifères, par exemple, mais on peut aussi faire une pyrolyse donc, de ce méthane et produire de l'hydrogène turquoise, et on valorisera le carbone solide. Mais on a en plus donc, de l'hydrogène natif, cette fois-ci, donc on a une vraie ressource en hydrogène qui est associée au méthane, mais méthane et hydrogène ont des origines différentes. On reviendra peut-être lors des questions sur le fait que l'hydrogène est peut-être renouvelable. Et en tout cas, c'est la première évidence d'une ressource quantifiée en métropole, donc d'un hydrogène blanc, mais que l'on va dire natif. Alors tout ça, ça rentre bien en résonance avec les propos du président Emmanuel Macron du mois dernier, puisque lors de sa visite à Toulouse, le 11 décembre dernier, il a listé donc les 7 défis qui lui semblaient être importants dans le cadre du programme France 2030, donc à accélérer la décarbonation. En numéro 2, comme vous le voyez, et ça c'est quelque chose de nouveau, on en parlait il y a quelques instants, c'est d'explorer le potentiel de l'hydrogène naturel en France. Les autres points concernent les technologies de capture et stockage du carbone, la cartographie des ressources sur le territoire français, notamment pour tous les métaux critiques de la transition énergétique. C'est accentuer les travaux sur la bioproduction et sur les technologies du vivant. C'est faire émerger donc, les microcomposants destinés au traitement des données pour l'intelligence artificielle notamment, et puis la course de l'aventure spatiale. Donc pour revenir juste quelques instants sur cette thématique de l'hydrogène, je vous propose d'écouter le président. Alors en plus de ça, et pour nous renforcer, je voulais ici vous dire que nous allons aller plus loin et que dans France 2030, nous allons mettre des financements massifs pour explorer le potentiel de ce qu'on appelle l'hydrogène blanc, c'est-à-dire l'hydrogène naturel. En effet, ce sujet est connu, figurez-vous, depuis les années 80. Nous venons d'autoriser pour la première fois en France, dans les Pyrénées-Atlantiques, un projet de recherche de ce combustible naturellement présent dans le sous-sol et dont l'intérêt est croissant pour la décarbonation de l'industrie et des transports. La France peut devenir un des pays pionniers dans la production de cette énergie du futur. Et donc nous allons accélérer massivement ces recherches et ces travaux pour voir dans quelle mesure cette technologie peut nous aider à franchir un cap en matière de disponibilité de l'hydrogène. Quand on regarde aujourd'hui toutes les études, la France est l'un des pays qui a le plus de réserves d'hydrogène naturel. Pyrénées-Atlantiques, Lorraine. On ne peut pas laisser dormir cette ressource. Et il faut innover pourquoi ? Pour regarder, cartographier et avancer sur les techniques extractives les plus respectueuses de l'environnement qui nous permettront de pleinement l'utiliser. Et plus largement, ces nouveaux champs en matière d'énergie, de matériaux stratégiques, sont rendus possibles par la réforme du Code minier. Monsieur le ministre, vous vous souvenez de ces combats menés successivement l'un puis l'autre, enfin modernisé après de longues années, mais qui permet aussi de retrouver à la France, pour la France, une vraie stratégie minière et d'extraction des ressources qui soit
cohérente avec les meilleurs standards environnementaux. Donc pour conclure, est-ce que cette découverte, c'est finalement une nouvelle ère pour la Lorraine ? Donc on est là pour en discuter, incontestablement. Mais en tout cas, cette découverte a fait beaucoup parler, puisque incontestablement, les projets à la fois aux États-Unis, en Australie, dans le reste du monde, ont été en grande partie en écho à cette découverte. Donc ça remet en question les mesures de gaz dans le milieu naturel, bien évidemment, et donc les mesures d'hydrogène faites dans les puits jusqu'à maintenant, qui ont été fort probablement sous-estimées. Donc il est nécessaire de reprendre l'ensemble de ces données, qui doivent nous conduire à aller vers des nouvelles cartes de l'hydrogène naturel pour découvrir donc de nouvelles ressources potentielles, et puis faire en sorte que la France, quelque part, soit aussi un modèle, et que la région Lorraine soit aussi un modèle, et qu'on puisse transposer le modèle qu'on est en train d'établir ici sur la région à d'autres régions, à la fois en Europe, mais dans le reste du monde également. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Oui, bonsoir. Il semble qu'il y ait une différence entre les mines abandonnées du Nord, de charbon, et de Lorraine. Est-ce que c'est lié avec le fait que les mines du Nord bénéficient d'une exore maintenue, alors que celles de Lorraine sont ennoyées ? Oui, en effet, les systèmes sont différents. Pourquoi ? Parce que je pense que dans quelques années, on ne posera pas forcément la même question, puisque les mines du Nord seront sans doute ennoyées. On voit en tout cas l'ennoiement qui commence par le côté belge, en fait, et qui commence à progresser du côté français. La géologie est différente, et donc l'ennoiement a été moins rapide. Ici, c'est un ennoiement qui a été très, très rapide, et qui a été facilité d'ailleurs par le fait que je ne suis pas revenu ici sur les questions, mais on a un peu de difficulté à bien cerner la composition chimique de l'eau des formations ici, parce qu'en fait, l'exploitation minière a mis en relation à la fois l'eau du Trias et l'eau du Carbonifère. Donc, en règle générale, on a un mélange de sources d'eau. Et donc, on a eu la possibilité d'ennoyer le système plus rapidement sur la région ici. Mais c'est quand même une volonté au niveau français, c'est qu'en règle générale, quand on arrête une exploitation minière, ce n'est pas le cas en Allemagne, ce n'est pas le cas dans d'autres pays, nous, on va avoir tendance à ennoyer le système. Ça sera un autre sujet, j'inviterai des collègues, puisqu'on a ennoyé d'autres mines dans la région, les mines de fer notamment, ce qui a conduit aussi à quelques difficultés en termes de stabilité des terrains. Et donc c'est un vaste sujet, en effet, sur lequel on pourra revenir. Oui, j'avais deux questions à poser. La première, c'était pour savoir s'il y avait du méthane qui s'échappait naturellement du gisement lorrain. Et puis une deuxième question, est-ce que systématiquement les réserves d'hydrogène natif sont liées à du charbon, ou bien est-ce qu'on peut en trouver qui ne sont pas du tout liés à du charbon? Alors, en effet, on met en évidence qu'il y a des fuites de méthane. Ce n'est pas forcément une surprise. Elles ne sont pas quantifiées aujourd'hui, elles ne l'ont pas été. Et il n'y a pas eu, en fait, de travaux de recherche dans ce sens. Mais il est clair qu'on perd systématiquement du méthane. Sur le projet lui-même, donc nous, on voit qu'on a, en tout cas dans les parties superficielles du gisement, des teneurs en méthane qui sont non nulles. On a quelques pourcents de méthane dans le mélange gazeux. Donc le méthane remonte bien dans les formations superficielles et fort probablement jusque dans l'atmosphère. Dans nos systèmes de surveillance du sol, on trouve de temps en temps des bouffées de méthane. Pour l'instant, on n'a pas une explication très claire parce que ce n'est pas un signal qui est continu dans le temps, mais c'est cyclique. Donc à quoi est due cette cyclicité et quels sont les cycles? Donc on a des interrogations aujourd'hui. Est-ce que ce sont des venues particulières de méthane du milieu profond? Est-ce qu'on n'a pas aussi des interactions avec le monde agricole qui peut aussi produire du méthane localement? C'est des questions qui sont intéressantes à se poser. Après, sur l'origine de l'hydrogène et le lien avec le charbon, la plupart de nos collègues français travaillent sur d'autres hypothèses et l'hypothèse charbon n'était pas retenue en France comme une hypothèse plausible.
Donc on a surpris toute la communauté scientifique parce que finalement on a été les premiers à trouver de l'hydrogène dans le milieu profond. L'essentiel des recherches actuellement, le président Macron a parlé des recherches dans le sud-ouest. On a des indices en surface dans le sud-ouest, donc des mesures qui n'utilisent pas nos systèmes d'évaluation, mais qui sont des mesures dans le sol, soit directement sur le sol, soit à 1 mètre de profondeur. On a quelques indices d'hydrogène. Mais ce qui fait réfléchir la communauté, et là, je peux dire que nous étions associés à cette réflexion, puisqu'on a travaillé avec nos collègues du Sud-Ouest sur d'autres projets, qui étaient des projets qui visaient à expliquer comment s'étaient formées les Pyrénées, grosso modo, quelle était l'histoire des Pyrénées, et aussi quelle était l'histoire des gisements de gaz et de pétrole qu'on trouve en Aquitaine. On a repris tout ça, donc là aussi très tardivement, puisque les exploitations étaient des exploitations des années 50 et 60. Et donc, avec Total, avec le BRGM, avec le CNRS, on s'est dit, tiens, on va reprendre tous ces modèles, on va essayer de comprendre comment le système s'est mis en place. Et en fait, on a fait un certain nombre de découvertes et on a d'autres concepts aujourd'hui qui sont en relation avec l'évolution géodynamique, donc en fait, l'évolution de la croûte terrestre à la frontière donc entre la plaque ibérique, donc l'Espagne et la France, puisqu'on sait qu'il y a à peu près 100 millions d'années, on a créé une ouverture océanique entre ces deux plaques à la place donc, des Pyrénées à cette époque. Donc on a eu ce qu'on appelle un amincissement de la croûte terrestre avec une remontée donc, de roches du manteau qui sont revenues presque à l'affleurement. Et tout ça a été repris ensuite lorsqu'on a comprimé le système, lorsque la plaque ibérique s'est rapprochée de la plaque européenne pour former les Pyrénées. Et donc aujourd'hui, les géologues ne comprenaient pas trop pourquoi dans les Pyrénées, quand on se promène sur les Pyrénées, à certains endroits, on voit des roches qui sont des roches qui normalement n'ont rien à faire en surface, qui sont des roches très profondes, qui sont des roches mantéliques. Et dans ces roches mantéliques, on a des silicates de fer. Et ce sont typiquement les minéraux qui peuvent être à l'origine de la production d'hydrogène. Donc c'est à partir de ces indices-là qu'on a trouvé en surface, du modèle qu'on a reconstitué, qu'on s'est dit que probablement, pas si profond que ça, dans le sud-ouest, on doit avoir des reliques de ces roches mantéliques, riches en silicates de fer, et donc potentiellement, on a là des sources d'hydrogène importantes. C'est ça le concept qui motive aujourd'hui les recherches sur le sud-ouest et sur le Béarn. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, du fait qu'on se posait la question que cette poche d'hydrogène qu'on pourrait trouver pourrait se renouveler. Renouveler, merci, c'est le terme que je cherchais. Et donc ça, c'était ma première question. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ensuite, l'eau donc qu'on extrait, est-ce que cette eau, pour être traitée, doit passer par exemple forcément par une nanofiltration ou des choses comme ça qui réduiraient le rendement de la production? Et est-ce qu'on la remettrait quand même à l'intérieur pour par exemple réalimenter la réaction ou pas? Alors pour répondre à la dernière question, en fait l'extraction d'eau, et c'est une extraction qui est envisagée sur la production donc, du méthane. Donc ça c'est je dirais le principe classique sur l'exploitation du gaz de charbon. Donc on pompe l'eau et on assèche en fait les couches de charbon pour ensuite en extraire le gaz. Dans une vision qui serait celle de production d'hydrogène, on n'est pas tout à fait dans cette logique, même si ça fait partie des hypothèses. Nous, on ne veut pas spécialement la retenir parce que ça voudrait dire et ça imposerait de pomper beaucoup d'eau et donc ensuite de faire quelque chose avec l'eau. Donc il faudrait traiter l'eau pour en extraire le gaz. Donc tout ça, ça demande de l'énergie. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de l'eau? Alors l'eau est aussi une ressource importante. L'eau du Carbonifère n'est pas utilisée aujourd'hui, il ne l'a pas été. C'est une eau de qualité qui ne nécessite pas forcément un traitement important. Mais pour nous, l'objectif n'est pas trop d'aller dans cette direction-là. On veut finalement capitaliser sur ce qu'on a mis en avant au travers de nos outils de mesure pour faire en sorte que ces outils de mesure dérivent vers des outils de production. Et donc essayer de faire une production à partir de membranes sélectives
qui vont nous permettre donc de laisser l'eau dans le milieu naturel, d'extraire exclusivement les gaz et potentiellement de pouvoir utiliser des membranes avec des propriétés particulières qui laisseraient passer un gaz et pas l'autre. Donc si on veut ne produire que l'hydrogène, avoir la possibilité de produire de l'hydrogène et de laisser le méthane dans le milieu naturel. Donc on est en train d'y réfléchir, on est en train de créer un programme de recherche, un consortium avec des industriels qui sont très intéressés par le sujet, et donc on devrait démarrer dans l'année ici des études qui vont dans ce sens. Après, sur l'idée du renouvelable, donc en effet c'est une question qui est intéressante. L'idée c'est en effet si on a une réaction chimique en fait entre l'eau et des minéraux porteurs de fer, ce qu'on peut dire, c'est que tant qu'on a des minéraux porteurs de fer, on peut en effet activer cette réaction. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui se passe à 5 ou 6 000 mètres de profondeur. On a juste dans la région quand même la possibilité d'avoir une petite idée parce que Total, dans les années 60, au début des années 60, a foré le plus profond des forages du bassin de Paris à 5600 mètres. Donc c'est du côté de Commercy. Et donc il y a eu du carottage qui a été fait à cette période. Et pour avoir pu récupérer des échantillons, alors on n'a pas encore le traitement total des échantillons, mais ce qu'on voit, c'est qu'à 5600 mètres de profondeur, on a encore des minéraux carbonatés porteurs de fer, mais on en a moins que dans les parties superficielles. Donc ça veut dire quelque part qu'on en a sûrement consommé, déjà en partie. Et donc ça veut dire en effet que par ailleurs, si on extrait de l'hydrogène, on va accélérer cette réaction. En tout cas, on va faire en sorte que la réaction aille dans le sens de la production d'hydrogène. Alors pendant combien de temps, je ne sais pas, parce qu'il faudrait évaluer donc à l'échelle du bassin les proportions donc des différents minéraux, mais il y a encore des porteurs de fer dans le milieu profond. Donc en effet, si on produit de l'hydrogène, il y a de fortes chances pour qu'on renouvelle le stock d'hydrogène par de nouvelles réactions. C'est intéressant parce que tout ça, ça se passe à l'échelle humaine. On a parlé du méthane et de la production du méthane, et qui est un mécanisme long qui prend des milliers ou des millions d'années. Là, on est sur ce qu'on appelle des cinétiques, des temps de réaction qui sont courts. Nous, on sait reproduire au laboratoire cette réaction. Quand on met au contact un carbonate de fer avec de l'eau et qu'on met tout ça à 150 degrés ou 200 degrés, au bout d'une semaine, on produit de l'hydrogène. Donc on est sur des temps vraiment très courts, et donc fort probablement, en effet, si on produit, on doit pouvoir relancer la réaction. Avec le changement climatique, l'important, c'est de se débarrasser, tout le monde le dit, des énergies fossiles, d'origine fossile, bien sûr, qui créent le CO2 qu'on rejette dans l'atmosphère. Et actuellement, en fait, on n'a pas tellement le choix. Si on veut se débarrasser de ces énergies fossiles, on a le choix contre le nucléaire, bien sûr, d'une certaine façon. Et puis les énergies dites renouvelables, c'est-à-dire en fait l'éolien et le solaire, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Est-ce que vous pensez que l'hydrogène natif peut devenir une troisième source d'importance, une troisième source d'énergie primaire aussi importante que les deux que nous utilisons là et qui ne sont pas carbonés? Je pense que ça peut être en effet une source d'énergie importante. Avec quand même un petit bémol, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas les technologies pour produire l'hydrogène. On n'a pas trouvé encore aujourd'hui, hormis le gisement dont j'ai parlé au Mali, qui est un tout petit gisement puisqu'il permet d'alimenter juste un village localement, où on a trouvé un gisement de gaz, donc essentiellement d'hydrogène pur. On n'a pas trouvé d'équivalent ailleurs dans le monde. Alors évidemment, on n'a peut-être pas cherché vraiment, mais il serait quand même assez surprenant qu'avec tous les forages qu'on a pu faire, avec tous les efforts en termes de prospection qu'on a pu faire dans le domaine donc, du gaz, du pétrole, etc., il est quand même assez surprenant qu'on n'ait jamais trouvé un gisement d'hydrogène. Parce qu'on a foré partout et on a trouvé plein de choses qu'on ne voulait pas. On a trouvé des gisements de CO2, on a trouvé des gisements d'azote. Les pétroliers sont fréquemment tombés sur des zones qui n'étaient pas ce qu'ils attendaient. Mais ils ne sont jamais tombés sur un gisement d'hydrogène.
Il y a quelques indices à certains endroits où on voit un peu plus d'hydrogène, mais globalement, ça veut dire que le modèle pétrolier ne s'applique pas trop à l'hydrogène. Mais par contre, ce que nous disons, c'est qu'il y a fort probablement beaucoup d'hydrogène un peu partout, mais pas forcément très concentré. Donc ça veut dire que le challenge, c'est changer de paradigme en fait sur la production de ressources du sous-sol. C'est de passer à une ressource qui est plus light, donc avec des concentrations plus faibles, donc avec peut-être des rendements aussi un peu plus faibles, et donc tout ça interpelle d'un point de vue économique bien évidemment, mais ça nécessite aussi du développement de nouveaux outils et de nouveaux concepts. Et je pense que ce qu'on a mis en avant ici fait réfléchir aujourd'hui. C'est une réflexion, j'ai eu confirmation de cette réflexion à l'échelle nationale pour avoir discuté avec le ministère de l'Énergie. J'ai eu clairement ce retour, et dans l'esprit donc des personnes qui sont au ministère, il est clair qu'on est arrivé à un changement et qu'il faut envisager l'exploitation du sous-sol avec de nouveaux outils et de nouveaux concepts. Et pour nous, on est évidemment très fiers d'avoir pu faire évoluer un peu les choses et de se dire qu'on est peut-être à l'aube d'une révolution technologique et industrielle, avec un stock très important d'hydrogène sous nos pieds, mais avec aussi une difficulté en termes de production. Soit on se rapproche de la source et on va avoir à la fois des pressions et puis des concentrations d'hydrogène importantes, mais il va falloir descendre et avoir des forages très profonds. On sait les faire, hein, des forages à 4-5 km de profondeur, on a la technologie, on sait faire. Sauf que c'est quand même un peu plus cher que de faire du forage à 2000 ou 3000 mètres, qui est le forage classique sur lequel on travaille aujourd'hui. Et avec, pour nous, et ça nous concerne nous directement, puisque là on rentre dans une phase de recherche pour essayer de développer ces outils, avec quand même aussi certaines difficultés, puisque plus on est profond, vous le savez, plus la température augmente. On prend, en Lorraine, ici, on prend 30 degrés par kilomètre. Donc on commence à atteindre des températures qui font que nos outils ne résistent plus dans le milieu souterrain. Mais là encore, on va rester modeste. On travaille avec nos collègues chinois, et nos collègues chinois aujourd'hui font des forages à 10 km de profondeur. Et ils savent le faire. C'est pas pas les mêmes contraintes non plus. J'ai une deuxième question. Cette fois, c'est tout à fait différent, mais c'est sur les conséquences environnementales de ce genre de recherche, et surtout si on arrivait à une exploitation, quoi, bien sûr. Est-ce qu'on risque pas excusez-moi, c'est un peu idiot peut-être ce que je vais faire, mais de créer des trous dans le sol où ça s'effondrerait au bout d'un certain temps. Enfin, vous voyez quoi, je sais que j'y crois pas moi-même, mais bon. Mais c'est la première question qui nous est posée en règle Oui, je pense générale. que c'est une question qui est posée par les populations, quoi. Oui, surtout sur les populations en Lorraine, parce qu'on sait que ça veut dire quelque chose et que les conséquences peuvent être dramatiques pour un certain nombre de personnes. Et on a des retours, en effet, sur l'exploitation du sous-sol qui n'ont pas toujours été des retours très positifs. La différence d'une exploitation minière, cette fois-ci, c'est qu'on ne va pas faire d'extraction. Donc on ne va pas extraire de roches, on ne va pas créer de galeries, on fait juste des forages. Vous avez vu, un forage, ce n'est pas énorme, hein, c'est un diamètre d'une dizaine de centimètres. Et donc le trou, il reste très modeste hein, à l'échelle du sous-sol. Et on va en plus extraire très peu de matière. Donc si on reste sur un modèle qui viserait à extraire exclusivement l'hydrogène sans extraire l'eau, donc la masse qu'on extrait du milieu est vraiment très très minime. Et donc, normalement, ça n'a pas d'impact sur des mouvements de terrain potentiels. Les problématiques qu'on rencontre, notamment dans la région avec l'exploitation de la géothermie profonde, vous en avez tous entendu parler, avec les mouvements de terrain qui ont été induits, notamment sur des tentatives donc, de production géothermique en Alsace, c'est parce qu'en fait, on pompe de l'eau et on injecte de l'eau. Donc, du coup, on modifie assez profondément le milieu. Et en injectant en plus dans des environnements assez fragiles, puisque vous avez peut-être vu sur la coupe géologique du bassin de Paris et de l'Alsace, en Alsace, vous avez plein de failles. Donc si vous injectez dans les failles, c'est des zones évidemment fragiles.
vous allez pouvoir faire bouger les blocs et vous allez engendrer des tremblements de terre. Donc, bon, actuellement, il n'y a pas eu de victimes sur tous les épisodes, on en a beaucoup parlé. Il y a quelques maisons qui ont été fissurées, mais globalement, ça s'est un peu arrêté là. Mais ça ne serait pas le cas sur l'exploitation d'hydrogène. L'exploitation et le fait de récupérer simplement l'hydrogène dissous dans l'eau ne modifiera pas le milieu souterrain et n'engendrera pas de mouvement de terrain associé à la production d'hydrogène. On a fait des tests, on a un étudiant, un postdoctorant qui a essayé de tester, de regarder ce que aurait pu ou ce que pourrait faire l'exploitation du gaz de charbon. Parce que le gaz de charbon, c'est différent, on va produire de l'eau quand même, donc quelque part, on enlève de la masse dans le milieu. Et donc, sur les premiers tests, il a essayé de regarder, notamment par des surveillances satellites, pour voir si on avait des mouvements de terrain associés aux tests, aux premiers tests de production d'eau. En fait, on n'a rien vu. Après, ce sont des technologies qui démarrent. Aujourd'hui, cette surveillance du sol par satellite, elle est aujourd'hui réellement efficace et vous pouvez avoir accès, tout le monde a accès aux données, alors avec un petit délai parce qu'il faut traiter les données du satellite. Mais aujourd'hui, on a une couverture en Europe qui est à peu près complète et donc on peut voir l'évolution du sol et vous pouvez avoir accès à ces données et voir si chez vous, dans votre jardin par exemple, le sol bouge au fil du temps. Bon, l'essentiel des mouvements sont liés à des pompages d'eau. En règle générale, c'est ce qui va entraîner des mouvements de terrain et qu'on est capable aujourd'hui de détecter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est un outil complètement nouveau pour nous, qui est de faire un suivi en temps réel en fait des mouvements de terrain. Avant, on ne savait pas. On constatait qu'on avait des mouvements de terrain, mais on ne pouvait pas le suivre. Donc on a fait vraiment des progrès sur cette thématique. Pour aller plus loin, il semble que vous ayez besoin d'un forage plus profond à 3 km. Est-ce que c'est en projet ou en cours ou est-ce que c'est proche ? Oui, c'est proche. Je peux dire que c'est proche maintenant. Donc normalement, on devrait avoir... bon, évidemment, on attend quand même un peu les autorisations. On va pas aller trop vite non plus. Mais logiquement, c'est faisable, fort probablement à partir de forages préexistants dans la région. Donc on va vers cette solution, c'est-à-dire on ne va pas forcément aller forer ailleurs, on va utiliser des infrastructures existantes déjà, donc pour avoir moins d'impact sur l'environnement. Et donc on va reprendre sans doute un forage moins profond qui est descendu à 1000 mètres pour accroître en fait la profondeur et on est sur un objectif de 3500 mètres de profondeur. À quelle échéance on aimerait bien pouvoir commencer un forage cette année. Là, je croise un peu les doigts, mais bon, le président Macron a dit qu'il fallait tout faire pour développer des outils et une activité pour mieux connaître le sous-sol. Mais on ne fera pas n'importe quoi. Et de toute façon, c'est un peu l'objectif, c'est de rester sur des environnements qui ont déjà été bien connus, qui ont déjà été bien étudiés, et de pouvoir aller plus profond sur des zones existantes. En fait, on y arriverait assez rapidement. Bon, alors après, attention, il faut voir un peu les difficultés qui peuvent être rencontrées sur place. Mais a priori, la plupart des difficultés sont rencontrées au début du forage. C'est là où on a des fois des surprises. Après, le milieu devient plus homogène et donc, normalement, c'est moins problématique. Donc, normalement, au bout d'un mois de forage, on a atteint les 3000 mètres. En termes de gisement, vous avez donné des ordres de grandeur. D'un point de vue terrestre, ça représente quoi l'étendue? C'est une poire qui s'étend sur... Parce que là, on est à Fochwiller sur un petit spot. Oui. Mais par rapport à la masse de la roche considérée? Alors, ce qu'on démontre, nous, c'est que le profil qu'on voit de concentration, globalement, nous oblige à penser, en tout cas, à un réservoir profond d'hydrogène qui fait déjà plus de 20 km d'extension, et on pense qu'il est plus long que ça, parce que sinon, on n'aurait pas ce profil. Et donc, sur les extrapolations qu'on fait, comme toujours,
On ne sait jamais trop, et vous trouvez dans la littérature un peu tous les chiffres, on ne sait jamais trop à quoi on se limite. Donc nous, on est dans une logique aujourd'hui de faire une première mesure vraiment en périphérie, à 10 km en fait, de périphérie autour du puits. Donc ça, c'est notre première donnée de base. Ensuite, on va regarder à l'échelle normalement de la concession. Alors, je ne suis pas revenu là-dessus, sur les concessions minières, etc. Mais là, la concession de la Française de l'énergie sur le site. Donc, c'est généralement ce qu'on fait quand on fait une évaluation. Et nous, on va plus loin que ça. On essaie de considérer le gisement dans son intégralité. Comme je l'ai dit, on a un gisement exceptionnel sur le Carbonifère lorrain, puisque en Lorraine, on a 200 km du nord au sud, 80 km d'est en ouest et 6 km de profondeur. Donc c'est un volume considérable. Alors est-ce qu'on trouve la même chose du côté de la Meuse, du côté de la... Voilà, ça restera à démontrer et donc il y a encore du forage à faire dans la région. Je peux rajouter quelque chose, parce que je ne l'ai pas dit. En fait, il n'y a pas de compétition entre les différentes couleurs d'hydrogène, je vais même le dire, même si certains n'ont pas vu forcément d'un très bon œil le fait qu'on ait découvert de l'hydrogène naturel, parce que l'hydrogène naturel, en faisant un rapide calcul, c'est moins cher que de faire de l'hydrogène à partir d'électrolyse, etc. Quand même penser à une chose, c'est que l'hydrogène qu'on va produire à partir d'électrolyse va être de l'hydrogène ultra pur, et que l'hydrogène qu'on va produire de façon naturelle, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de produit pur dans la nature. Donc on est toujours dans des mélanges, donc ça veut dire, après, si on veut une qualité ultra pure, eh bien, il va falloir apporter un peu d'énergie au système pour pouvoir faire de la séparation. Et ce qu'on pense, c'est que l'hydrogène naturel ira plutôt vers des applications qui seraient plutôt orientées, moteur thermique, ce genre de choses. Et puis par contre, si vous voulez faire tourner une pile à combustible, vous avez besoin d'hydrogène ultra pur, eh bien vous prendrez de l'hydrogène qui proviendra d'électrolyse. Il y a de la place pour tout le monde, parce que comme vous l'avez vu, les projections sont assez impressionnantes. Et aujourd'hui, on n'a pas la ressource et on ne peut pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Olivier Bochat, conseiller régional de la région Grand Est. Merci pour votre exposé qui était très didactique et très simple d'accès pour même les non-géologues. Ma question est simple. Aujourd'hui, ce que vous nous avez présenté, c'est quelque chose d'extrêmement prometteur pour notre pays et surtout pour notre industrie, parce que l'industrie, on sait que c'est énormément d'énergie à la base. Est-ce que vous avez tous les moyens nécessaires pour atteindre vos prochains objectifs? Et sinon, de quoi avez-vous besoin? En gros, est-ce que vous êtes suivi comme il faut par l'État, par la région, par ceux qui ont de l'argent à mettre dans la recherche scientifique? Alors oui, on est suivi et soutenu fortement par la région, et je voulais en profiter ici pour remercier la région, parce que la région nous a soutenus depuis le début, et c'était pas si simple sur ce projet, et je pense qu'il y a peu de régions qui auraient soutenu ce type de projet. Donc oui, un grand merci, grand merci à la région, et la région veut continuer à investir sur le projet, et donc on est en discussion actuellement avec la région pour bénéficier donc évidemment de soutien de la région, des fonds du FEDER, d'autres options également. Donc là, c'est en bonne voie, donc on essaie de construire le projet. Après, le projet qu'on construit reste un projet de R&D, mais qui, à la différence du précédent, va inclure fort probablement davantage d'industriels. Et donc aujourd'hui, on a des industriels qui sont intéressés pour investir en termes de technologie, mettre à disposition leur technologie, mais aussi pour développer des outils nouveaux et des concepts nouveaux. Donc, ce qui explique que le projet va être évidemment plus important que le projet précédent, et qu'on est plutôt positif. Après, sur le soutien de l'État, pour nous, il y a une grande interrogation. Vous avez vu, il y a des annonces, mais il n'y a pas d'argent, voilà. Donc pour l'instant, on ne compte pas sur un soutien de l'État, même si on a quelque part des encouragements de l'État pour continuer. Mais je pense qu'il faut qu'on aille chercher de l'argent ailleurs. Mais je suis plutôt optimiste. Bien, je vous remercie en tout cas tous. Encore une fois, j'espère que ça vous a bien intéressé, que ça vous a ouvert un petit peu les idées sur ce que c'est, et espérons qu'il y aura des développements un jour. Voilà, je vous remercie. Merci à tous.